Retour à questions d'actualité sur les ondes de Radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Stupéfaction générale au Royaume-Uni. Le mot n'est pas trop fort suite aux révélations à l'international par Elon Musk de l'existence de bandes organisées de violeurs d'origine pakistanaise majoritairement qui sévissaient en toute impunité sur des filles mineures pendant des années. Tous les niveaux d'autorité auraient fermé les yeux au nom de l'ouverture à l'autre, de la tolérance et du multiculturalisme. Pour en parler, Philippe Labrec, chroniqueur de cette émission et sur plusieurs plateformes dans le magazine Les Affaires. Bonjour Philippe. Bonjour. Et bonne année à vous. Bonne année à vous également. Hein? Bon, on commence avec un gros scandale. On commence avec un gros scandale, oui, exactement. Oui, alors justement, c'est une affaire qui n'était pas... Enfin, c'est comme un bouillon, ça remontait, ça descendait, ça remontait, puis il a suffi que Elon Musk fasse une petite intervention sur son grand réseau pour que, boum, tout éclate. Tout à fait. L'affaire date avait été révélée pour la première fois là, autour de 2012 par une enquête journalistique. C'est ça. Mais il faut dire que l'histoire, là, il y a différentes sources, donc à chacun ses recherches, à chacun le résultat de ses recherches, mais le phénomène remonterait jusqu'aux années 80, au minimum jusqu'aux années 90. Donc, on a plusieurs décennies où ce qu'on va décrire là, bientôt a pris place. Et pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant? C'est la question. C'est qu'en effet, Elon Musk, le 1er janvier, et par la suite, il y a eu plusieurs tweets gazouillis, je devrais dire, émis par Elon Musk à propos de l'affaire de ce qu'on appelle, comme vous avez dit, le grooming gang pakistanais au Royaume-Uni. Et l'affaire, pourquoi est-ce que Musk avait envoyé ces gazouillis? Principalement, c'est parce que les documents, les récits venant des quelques procès des violeurs qui ont été reconnus, je crois, pour la majorité coupable, ont fait surface. Et c'est ce que Trump a retweeté là, en ligne en disant que c'était absolument horrible. Et bien sûr, Elon Musk ayant la portée qu'il a. Et maintenant, tout le monde en parle. Mais il faut dire que, encore une fois, on connaissait la chose depuis au moins 2012. Donc, ça fait plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans, mais est-ce qu'on ne pourrait pas soupçonner, comme le Royaume-Uni est dirigé le Premier ministre par Keir Starmer, qui est travailliste, et Musk essaie de mousser donc ses relations et le poids des extrêmes droites européennes. Je veux dire, l'occasion est trop belle. Je veux dire, quelle est la part d'opportunisme politique et quelle est la part d'outrage justifié? Ça dépend de quel côté vous êtes. C'est sûr que Sir Keir Starmer, avait été procureur général, ou l'équivalent du procureur général au Royaume-Uni. Je ne me rappelle plus des dates exactement, là, au milieu des années 2010, et a lui-même mené les accusations contre certains, je dis bien, là, des accusés. Oui. Rappelons les faits en premier, je ne sais pas si c'est absolument clair pour l'audience, l'auditoire. Oui. Mais ici, on parle et je résume ici, là, mais quelques milliers, d'après certaines victimes, qui étaient des jeunes filles blanches de la classe ouvrière britannique, là je cite, qui ont été ciblées par des grooming gangs pakistanais, des groupes de violeurs principalement, il faut dire les choses. Mais pas que pakistanais, non? Il y avait très majoritairement. Aussi, très majoritairement pakistanais. Mais c'est parce que je crois que l'immigration, faut aussi mettre en contexte, l'immigration au Royaume-Uni vient très largement du sous-continent asiatique, c'est-à-dire principalement l'ancien Raj britannique, ce qui est aujourd'hui le Pakistan et l'Inde. Mais bien sûr, il y a eu d'autres pays. Le Bangladesh et le Sri Lanka, oui. Tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, on oublie peut-être trop Alors, souvent. quelques milliers de jeunes filles victimes, mais les chiffres varient énormément. Je veux dire, les approximations, enfin, pas les approximations, mais les effectifs. C'est des estimés. Pardon, voilà. Ça va de quelques milliers à beaucoup plus, non? Jusqu'à 1 million d'après Sarah Champion, qui était... mais c'est peut-être exagéré, mais c'est difficile de dire exactement. Sarah Champion, qui était députée travailliste, justement, à Rotherham, qui était la ville, disons, l'épicentre, du moins, du scandale au début, mais là, on se rend compte que ça s'étend au pays au complet, ou presque. D'accord. À l'époque, jusqu'au cours de 2015, avait estimé à peu près 1 million de victimes. Et comment est-ce qu'elle avait estimé la chose? Ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'elle-même, en tant que députée, avait commencé à recevoir des plaintes et... c'était des dizaines, voire des centaines par jour, des plaintes, ou du moins des témoignages de jeunes filles qui étaient victimes de viols collectifs à répétition pendant des années. Des mineurs, en plus. Des mineurs, de très mineurs, là, 10, 11, 12 ans, apparemment peut-être même plus jeunes d'après certaines, et pendant des années. Et elle a extrapolé. Elle s'est dit, si ça se passe ici, ça doit se passer dans toutes ces villes britanniques d'une certaine taille minimale.
Et donc, est arrivé à peu près 1 million. C'est peut-être exagéré, mais... Il y avait eu une fois, vous savez l'histoire, il y a très longtemps, il y avait une histoire de 300 000 femmes battues par deux chercheuses canadiennes. Et c'était basé uniquement sur pas des ressentis, mais des témoignages, choses comme ça. Et puis, l'affaire avait fait pchit au bout de quelques années. Je ne dis pas ça pour minimiser ce que vous me racontez au sujet des gangs de viol au Royaume-Uni. Mais... je veux dire, il faut quand même marcher sur des œufs, même si l'affaire est avérée. Je crois qu'on marche sur des œufs en ce moment collectivement. On a beaucoup de difficultés à en parler. Au Royaume-Uni, je parle, et encore plus à l'étranger. Non, mais à évaluer. C'est sûr que c'est très difficile parce que donc c'est pas toutes les victimes qui vont aller de l'avant pour aux autorités pour dire comme de fait ils ont été victimes. Donc on est pris dans l'extrapolation et dans l'estimation ici. C'est pour ça que les estimés passent de quelques milliers à quelques dizaines de milliers à 250 000 jusqu'à, comme je disais, Sarah Champion, la députée de l'époque, à 1 million. On est un peu pris dans cette confusion, ce flou. Qui est en partie, qui découle en partie du fait qu'il n'y a pas eu d'enquête nationale. Il n'y a eu que des enquêtes locales ici et là. Et personne ne veut, si j'ai envie de dire, si je peux dire, tisser un lien d'une ville à l'autre pour voir le même phénomène, même cause, même conséquence. Ce qui fait qu'on voit la chose comme étant, ou du moins, je crois que les autorités britanniques en particulier veulent qu'on voit la chose comme étant des phénomènes isolés qui n'ont pas de lien entre eux, quand en fait... Je crois qu'il y a un procédé assez évident là, qui se met en place et encore une fois qui se multiplie dans les différentes villes. C'est pour ça que le nombre de victimes est probablement extrêmement élevé. Après, est-ce que c'est 50 000, 100 000, 1 million? Je ne pourrais pas vous dire. Mais c'est intéressant parce que c'est intéressant, c'est pas le mot, mais c'est que dès qu'on dit que ça devient systémique, alors là, la porte est ouverte pour le compteur grimpe démesurément, alors que quand on dit que c'est local ou c'est à tel endroit puis à tel autre, mais c'est pas la même caractéristique, etc., ça permet de faire des cloisons et de, comment dirais-je, d'enlever le côté systématique. Mais ça minimise aussi, je crois, la gravité de la chose. Absolument. Il y a des journalistes là, qui disaient que ça avait été qualifié du plus grand scandale de protection de l'enfance de l'histoire du Royaume-Uni. C'est rien de moins. Et Dominic Green, un autre journaliste américain cette fois-ci, là, qui qualifiait la chose de plus grand crime commis en temps de paix dans l'histoire de l'Europe moderne. Donc, c'est pas rien. Là. C'est pour ça que... Dominic Green, ouais, allez-y. C'est pas lui qui est pas aussi journaliste au Spectator et Daily Telegraph? Et le Wall Street Journal aussi, est-ce que je sache? C'est ça, oui, donc c'est quelqu'un de la droite, en tout cas. Oui, oui. Vous avez tout à fait raison de mentionner l'aspect idéologique. C'est sûr qu'en ce moment... La droite, je dirais même occidentale, ou les factions conservatrices occidentales qui ont saisi l'affaire pour mettre de l'avant, pour accuser la gauche en premier lieu, mais pour mettre de l'avant aussi l'échec du multiculturalisme. Et bien sûr, ça s'est politisé parce qu'on a bien compris que lorsque les crimes ont été commis, et sur, encore une fois, plusieurs décennies, les autorités locales, on parle des écoles, la police, le système communautaire, les centres communautaires, les travailleurs sociaux ont tenté de cacher, de cacher la chose, d'empêcher que ça s'ébrute, ont même refusé certains témoignages de certaines victimes en disant principalement c'est du racisme, c'est de l'islamophobie principalement, c'est de l'intolérance. Et on comprend qu'on lit entre les lignes, c'est mon analyse, mais je crois que toute personne rationnelle qui lit entre les lignes ici va comprendre, mais certains le disent mot pour mot, là, explicitement, que les autorités voulaient préserver l'image du multiculturalisme à tout prix. Et donc... C'est vous qui le dites ou c'est l'interprétation générale? Une interprétation générale. Encore une fois, vous avez raison, c'est sûr que c'est plutôt des gens qui vont être classés à droite qui vont dire cette chose. Mais je crois qu'on peut le dire rationnellement. Je crois qu'il faut arrêter de toujours dire « Ah, c'est les gens de droite, les gens de gauche, donc sont influencés ». C'est sûr qu'il y a un biais, là. Je suis d'accord avec vous. Ceci dit, je crois que la vérité, ou du moins la réalité ici, parle de façon assez éloquente. Les témoignages, c'est plus une poignée de témoignages, c'est des centaines, c'est des milliers, c'est des rapports après rapports, et c'est des évidences, je crois, là, qui mènent au fait que tout ceci a été caché pendant très longtemps, au prix de milliers de victimes. Et je n'irai pas dans les détails, mais pour ceux qui en ont envie, allez en ligne, commencez à lire les rapports des récits qui ont été qui viennent de la cour des procès de ces viols-là, mais c'est d'une horreur incommensurable. Et donc, par exemple, qu'est-ce qu'il y a eu est-ce que les familles des victimes étaient aussi impliquées là-dedans? Je vais vous donner un exemple. Et c'est une question culturelle ou quoi?
c'est sûr que l'aspect culturel de Pakistano-musulmans a joué d'après certains analystes. Là. Donc, c'est surtout ça qu'on voulait cacher en plus là, du côté des autorités britanniques. C'est que, encore une fois, on avait tellement peur de se faire traiter de raciste, islamophobe. Et il y avait aussi une influence électorale. Je veux dire, certains partis politiques auraient profité de leurs relations communautaires, comme ils le disent, pour obtenir des voix lors d'élections, et donc ont protégé, ou ont peut-être du moins fermé l'œil en ce qui a trait à certains des méfaits, ou même sur une période, encore une fois, là, de quelques décennies. Donc, il y a ce facteur-là qui a joué, là, de toute évidence. Et donc, cette crainte, c'est curieux, je ne change pas de sujet, Philippe Abrec, mais on parle de ces gangs de viol majoritairement britanno-pakistanais en Angleterre, notamment dans le Nord surtout. Ça rappelle un peu l'histoire de Brampton, vous savez, où des communautés hindoues et sikhs se sont affrontées violemment en Ontario. Et ça, les libéraux ne savaient pas comment interpréter ça, puisque pour eux, pour les multiculturalistes, les gens issus des minorités sont vertueux. Il n'y a que la majorité qui puisse être oppressante. Il y a une naïveté dangereuse, en effet. On conçoit l'autre avec un grand A comme étant une espèce en anglais, on dit noble savage, un sauvage noble, si je peux dire, un noble sauvage. Donc, ces gens étaient supposément incapables de commettre le mal. C'est ça, voilà. À la limite, c'est réducteur de la nature de ces personnes. Et c'est dangereux, je crois, au niveau sociétal qu'on commence à mettre des politiques en place, notamment le multiculturalisme et l'immigration de masse simultanément. On se retrouve dans des situations où les autorités sont face à des phénomènes qu'ils ne comprennent pas et que leur matrice idéologique ne leur permettent pas de comprendre non plus. Ça veut dire qu'ils sont complètement désarmés. Et je crois qu'on est collectivement aussi désarmés de cette façon que on nous a tellement tapé sur la tête en nous disant « Ah, il ne faut surtout pas voir ou constater telle ou telle chose parce que ça serait raciste, islamophobe, ça serait ça serait intolérant, blablabla. » Qui fait qu'aujourd'hui, je crois qu'on est désarmé psychiquement en Occident. Et donc, quand ce genre de phénomène émerge, notre première réaction, je reviens au début de la conversation, « Ah, mais non, c'est un phénomène isolé dans telle ou telle place par tel ou tel groupe de gens, mais il ne faudrait surtout pas généraliser. » C'est sûr qu'il y a toujours un danger à généraliser dans le sens qu'on ne veut pas stigmatiser, j'utilise des mots quand même assez connus, là, stigmatiser un groupe ethnico-religieux en entier. Je suis tout à fait d'accord. Ceci dit, ça serait un aveuglement dangereux de ne pas voir une logique au sein de ce phénomène, un pattern, comme on dirait en anglais, qui est évident, je crois, à toute personne qui veut regarder la chose froidement, sans nécessairement se classer à gauche ou à droite. Personnellement, je connais beaucoup de gens, j'exagère beaucoup de gens, mais quelques personnes qui étaient très à gauche, multiculturalistes, et qu'au fil des années, avoir certaines, pas seulement le cas des grooming gangs pakistanais, mais d'autres, disons, faits du réel qui allaient à l'encontre du narratif multiculturaliste, sont passés tranquillement vers le conservatisme. Ils se sont bien rendus compte que la réalité n'allait pas dans le sens de l'idéologie, j'ai envie de dire, gaucho-multiculturaliste. Interprétez la chose comme vous voulez. Là, mais... Oui, c'est vrai. Moi, je connais des jeunes hommes qui étaient écolos, féministes, progressistes, tout ce que vous voudrez. Ils se sont fait flusher par leurs copines. Bonne ou mauvaise raison, ça ne regarde pas du tout. Ils sont passés à l'extrême droite du jour au lendemain. Au lieu d'avoir un discours plus critique, ils sont passés d'un extrême à l'autre. Ce que je crains dans ce que vous me dites, Philippe Labrec, même s'il faut, il faut pousser des cris d'horreur, je veux dire, les gangs de viol, il faut les interdire, il faut emprisonner, il faut punir les coupables, oui, on est d'accord avec ça, c'est que l'opinion publique puisse, devant cet écœurement, passer d'un extrême à l'autre. Vous dites on n'a pas en Occident, en tout cas, on n'a pas cette matrice ou cette façon d'analyser le réel en dehors du multiculturalisme, on l'a perdu. Comment on l'a perdu? Pensez-vous qu'on va le retrouver en passant à l'extrême opposé? À l'extrême opposé, je ne sais pas. Je vous dirais qu'il faut... ça dépend de ce que vous appelez l'extrême opposé. Si le réel est l'extrême opposé, mais dans ce cas-là, oui. Je ne crois pas que le réel fasse partie, ou du moins que l'extrême droite, entre guillemets, est le monopole du réel, si je peux le dire ainsi, au contraire. Non, mais ceci dit, vu que le centre, même centre-droit et centre-gauche, semble s'éloigner de plus en plus du réel, qui reste-t-il? Donc, en gros, l'extrême-gauche et l'extrême-droite, les extrêmes, exactement.
Donc, il ne faut pas laisser le réel, justement, aux franges extrêmes, idéologiquement parlant et politiquement parlant de notre société. Mais c'est ce qu'on fait. Donc, qu'on arrête, je crois, collectivement, de dire « Ah, attends, mais c'est vrai. » Et je me coupe la parole moi-même, là, mais c'est ce qu'on fait toujours en Occident. C'est qu'on dit « Ah, mais attendez, si vous dites telle ou telle chose, ça va nourrir l'extrême droite. Ah, attention, le Front national ou le Rassemblement national va monter. Ou, en ce qui a trait au Royaume-Uni, le English Defence League, qui était une organisation dissoute, là, mais les racistes vont profiter. » Et on ne pense que de cette façon. C'est notre matrice idéologique aujourd'hui, mais elle est débilitante. Et donc, quand cette matrice idéologique règne, ben oui, de toute évidence, le réel se retrouve dans les mains des extrêmes, que ce soit la gauche ou la droite. Et c'est ça qu'il faut inverser, en fait. C'est qu'il faut ramener le réel au centre, si je peux dire, du spectrum politique, donc de gauche à droite. Oui. Qu'on commence que ce soit des partis, des grands partis qui prennent la parole, qui disent, écoutez, oui, il y a tout à fait ça, il faut faire attention, ne pas tomber dans la généralisation, dans la stigmatisation, mais on ne peut pas s'aveugler de façon, j'ai envie de dire, suicidaire. Et donc, qu'on arrive à la conclusion que oui, le multiculturalisme est un échec, surtout combiné à l'immigration de masse. Ensemble, c'est un poison, un cocktail qui nous empoisonne tranquillement, mais à mon avis, à terme, qui va réussir à nous tuer. Et ce n'est peut-être que le début. Hein. C'est ça qui est, à mon avis, dangereux. Le plus dangereux ici, là, c'est que ce n'est peut-être que le début de la déflagration. Et on se convainc, encore une fois, de façon naïve et peut-être par manque de courage, que non, c'est des phénomènes isolés, qu'il ne faut pas y voir rien, quoi que ce soit de structurel, d'inévitable, d'inéluctable, et qui pourrait justement s'empirer, qui pourrait s'envenimer. Et donc, la situation que vous décrivez n'est pas la cause, c'est la conséquence. Si les gens se dirigent vers les extrêmes, en Occident, ce qu'on appelle le populisme de façon un peu... c'est un effet, à mon avis, méprisant souvent. Faut pas. En fait, c'est ça. C'est que le réel se déplace aux extrêmes. Et donc, on se surprend que les gens se déplacent avec le réel. C'est le contraire. C'est l'inverse qu'on devrait faire. C'est parce que les partis centristes ou les grandes forces politiques centristes, donc centre-gauche, centre-droit et centre, laissent justement le réel s'échapper, qu'on se retrouve dans des situations extrêmes comme celle qui est un épiphénomène au final, là, comme j'ai dit, là, du grand phénomène structurel du multiculturalisme et de l'immigration de masse, qui est les grooming gangs pakistanais du Royaume-Uni, qui pourrait être d'une ampleur absolument incommensurable, comme j'ai dit tantôt, et d'une horreur surtout incommensurable. Il nous reste une minute, Philippe Lebrec. Voyez-vous là une classe politique, sociale, intellectuelle, médiatique, artistique, que sais-je, qui ait cette intention de détruire l'Occident de l'intérieur en le débilisant, en le rendant, incapable de se défendre lui-même? Ou est-ce plutôt une question de simple orgueil des élites détachées d'un peuple et qui flotte en apesanteur hors sol? Ça, c'est un truc qui est fréquent. Ça, je veux dire, ces élites sont souvent animées du meilleur sentiment. Mais, comme disait Bossuet, Dieu se moque des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Tout à fait. Je pense que vous l'avez bien décrit. Là. Je suis plutôt d'accord avec ce que vous venez de dire. Je dirais ceci, en moins d'une minute, c'est très difficile par contre, là, mais vous avez raison, la plupart de ces gens ont, entre guillemets, des bonnes intentions. Je crois que c'est des bonnes intentions superficielles, ceci dit. C'est surtout leur propre cas, leur ambition personnelle, un peu infantile, qui prennent les dessus. Donc, c'est comment dire, facile de prendre une espèce d'ensemble idéologique qu'on comprend que sa carrière va avancer par la chose. Je crois que, par contre, certains, consciemment, ont voulu miner les fondations de l'Occident. Ce qui n'est pas complètement, fou, dans le sens où les idées qui dominent aujourd'hui là, de cette gauche postmoderne, si on peut dire, viennent de l'après-guerre. Et l'après-guerre, il y a eu des questionnements qui étaient légitimes sur les fondements de l'Occident. Donc, ce que je peux comprendre, et ces gens-là ont bien voulu, on appelle ça l'école de Francfort, là, pour faire court, j'ai l'impression ont voulu miner réellement les fondations de l'Occident parce qu'ils les croyaient toxiques, si je peux dire le mot, ou du moins nocives. Et ça, on va en reparler d'autres fois, Philippe Lebrec. C'est tout le temps qui nous reste, mais dans 2 semaines, vous faites des chroniques à tous les 2 semaines, puis vous allez certainement avoir l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Philippe Lebrec. Merci à vous. Voilà, à bientôt. C'est la fin de l'émission. Demain, quelques personnalités francophones disparues en 2024 et la semaine politique québécoise et canadienne a régi Daniel Fortin. Ici Jean-Philippe Trottier. Je vous dis merci et à demain sur les ondes de Radio VM.